Et c'est en 2013 que tu as publié un livre qui s'appelle L'ambition ou l'épopée de soi. Et comme d'habitude, tu échanges avec les vivants comme avec les morts, en reprenant leurs mots, leurs phrases, leurs pensées. Et là, je vais te laisser prononcer cette phrase, moi que je ne connaissais pas, que je trouve magnifique, c'est Simone de Beauvoir. J'accepte la grande aventure Ah oui. d'être moi. Elle écrit ça dans son journal, elle a 18 ans, et j'accepte la grande aventure d'être moi. Et elle a 18 ans. Elle a 18 ans. Ah oui. Tout s'ouvre. Et Simone de Beauvoir comment dire, a été trop connectée à Sartre pour qu'on puisse la voir en philosophe. C'est une immense philosophe pour moi. Accepter la grande aventure d'être soi, le sous-titre de mon livre sur l'ambition, c'est l'épopée de soi. Voilà. Donc je parlais de scénario tout à l'heure. On écrit le scénario de sa vie, et ben autant que ça soit un film intéressant. L'ambition, c'est essayer de faire sa vie un film absolument passionnant, ce qui n'empêche pas du négatif, au sens philosophique du terme, de la peine, de la mort, de la douleur. De toute façon, on sait bien que c'est notre lot, puisque l'être humain est dans la finitude, et donc nous allons dire au revoir à des amis très chers, donc la souffrance sera au rendez-vous. Mais ça n'empêche pas d'essayer de faire de sa vie une grande aventure. Et ça demande un courage, ça demande une liberté, ça demande une intégrité. Ça demande aussi une capacité à se réinventer. Et c'est ce que j'essaie de transmettre à travers mes livres. Et pour évoquer les racines, on va dire, les possibles sources de l'ambition, tu envisages ce que tu nommes la transmission de l'hélas. Alors, qu'est-ce que tu entends par cette transmission de l'hélas? L'hélas de qui? Alors, c'est une découverte que j'ai faite dans ce livre. Je tiens à préciser qu'il y a très peu de livres sur le thème de l'ambition avant mon livre. À la fois, j'en suis très fier et très content. J'ai défriché une notion qui aurait dû être, à mon avis, absolument centrale dans la philosophie, parce que la philosophie est ambitieuse par essence, cherchant la vérité. On ne peut pas faire plus fort comme ambition. Et comme tous les ambitieux, la philosophie est aveugle. L'ambitieux ne sait pas pourquoi il est ambitieux. Quand on lit les mémoires des ambitieux, les correspondances des ambitieux, ils ne savent pas. Ils ont des hypothèses mystiques expliquant leur propre feu sacré. La philosophie, c'est pareil. Elle ne sait pas pourquoi elle est ambitieuse et elle ne s'est jamais penchée sur cette notion alors qu'elle s'est penchée sur toutes les autres notions. Il y a une dizaine de livres sur n'importe quelle notion, que ce soit les chevaux, que ce soit la passion, que ce soit maintenant le football. Il y a des livres de philosophie partout, sauf sur la notion d'ambition. Et donc, en se penchant là-dessus, j'ai découvert, en croisant des portraits d'ambition, en essayant de trouver des invariants dans plusieurs biographies d'indéniables ambitieux dans tous les domaines et de toute époque, j'ai compris qu'en fait, on n'est pas ambitieux parce qu'on a souffert quand on est petit, qui est la seule explication sur le marché des idées. Il a forcément souffert quand il était petit. Bien non, il faut être en contact avec un modèle, un tuteur qui a souffert. C'est la souffrance d'un tuteur, c'est la souffrance d'un parent, et c'est une souffrance qui peut être très expressive, mais aussi très infime. Une mère maniaco-dépressive, un père qui fait la gueule tout le temps. C'est ça, une souffrance d'un parent. Et c'est la souffrance d'un parent qui me fait comprendre que le présent actuel n'est pas suffisant, que ça aurait pu être mieux, hélas. Et l'hélas, c'est ça. L'hélas, c'est que tout d'un coup, un enfant va se décoller du présent comme son meilleur ami. Le présent n'est pas mon meilleur ami, ce qui est normalement le logiciel pour tous les enfants. Le présent est toujours, même quand on est dans des familles et que c'est compliqué, le présent reste toujours l'horizon indépassable. Et tout d'un coup, grâce à un hélas, grâce à l'idée que mon modèle se démodélise en me disant « tu sais, il y a quelque chose qui est foiré chez moi », et bien tout d'un coup, je vais me dire « moi, je ne dois avoir la promesse contenue dans l'hélas ». Car tout hélas a une promesse qui est déçue, sinon on ne dit pas hélas. Hélas, j'aurais pu, hélas, j'aurais dû. Et bien l'enfant, lui, va regarder le j'aurais pu, le j'aurais dû. Il a toute la vie devant lui pour réaliser, lui, que la vie est magnifique. Et donc c'est une souffrance héritée. L'ambition est une résilience, non pas personnelle, mais une résilience par procuration. Alors autant l'hélas peut être quasi silencieux, à la limite du perceptible. Ouais. L'ambition, elle se voit, elle est beaucoup plus expressive, et tu utilises le terme aussi démonstrative. Oui, j'analyse les trois formes d'ambition en fonction d'un rapport à ce que l'on veut dans nos rêves. Il y a ceux qui veulent être les rois du monde, donc ils veulent démontrer leur puissance. C'est le pire pour une ambition. C'est une ambition extrêmement violente, déloyale,
où on écrase l'autre, l'ambition démonstrative. Et puis il y a une ambition expressive. Le but est d'exprimer un potentiel, pas de se faire applaudir. Et c'est cette ambition-là que j'ai envie de sauver, une ambition noble qui considère l'autre comme une chance et pas comme un rival. Et en même temps, il y a des termes, hein, évidemment, qui affleurent dans cette réflexion sur l'ambition. Il y en a un que tu évoquais tout à l'heure qui est essentiel, me semble-t-il, c'est l'audace. Cette audace qui nous amène peut-être même à prendre parfois des risques sans lesquels on n'arrivera peut-être pas à grand-chose. Mais oui, mais l'audace est une construction. On a une tendance à psychologiser l'audace. L'audace n'est pas psychologique. C'est pas avec du coaching que vous allez être audacieux. L'audace, c'est une construction, c'est un écosystème d'idées et de façons de se projeter dans la vie. C'est un sport, l'audace. C'est un sport d'équipe. On n'est jamais audacieux tout seul. On est audacieux parce que des gens comptent sur nous. On est audacieux parce qu'on est lié à des gens qui savent nous encourager. On est audacieux parce qu'on pense à soi quand on avait 10 ans, 15 ans et qu'on se parle encore à soi-même dans le passé. L'audace, c'est beaucoup plus compliqué qu'une sorte d'empowerment de la volonté. Et on le comprend dans les mots qui sont dans le nuage de mots autour de l'ambition. Il y a évidemment la passion que tu veux réhabiliter. La passion telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire se consacrer corps et âme à quelque chose avec joie, définition simple de la passion d'aujourd'hui. La passion trimballe son étymologie, donc à chaque fois qu'on parle de passion, les gens, les peines à jouir nous disent « Ah, passion, c'est souffrir ». Non, je ne dis pas que quelqu'un est passionné, je ne dis pas qu'il souffre. Je ne parle pas de la passion pathologique, voilà. Je parle d'une passion, d'une vie passionnante. Et je pense qu'on mérite tous des vies passionnantes et qu'il faut aussi se donner les moyens de cette vie-là. Et c'est forcément des vies qui sont un peu plus insécures. Parce que dans la passion, ce n'est pas qu'on se mette en danger, mais dans la passion, on essaie de sortir de ces zones de confort et on essaie de sortir des routines. Sinon, ce n'est pas passionnant. Si on entre dans une routine, certes, on contrôle tout, on a l'impression en tout cas de contrôler, mais on n'a pas d'aventure. Donc si on dit que la vie doit être une aventure de l'altérité, un mélange humain, il faut absolument qu'on accepte une dose d'insécurité dans sa vie, une dose de flou, une dose d'indécision, une dose où on glisse, une dose où on est nul, une dose où on pédale dans la semoule. Et plein de gens refusent cette aventure humaine parce qu'ils ne veulent pas pédaler dans la semoule. On leur a dit que ce n'était pas bien d'être nul, on leur a dit que ce n'était pas bien d'hésiter, de douter. Et la philosophie, c'est cette démarche qui dit ton intégrité, ta dignité, le fait que tu puisses te tenir droit, ça ne veut pas dire que tu contrôles tout. Ça veut dire que tu as des valeurs, que tu respectes dans des démarches audacieuses qui te poussent au-delà de ce que tu sais déjà faire. Alors l'audace, ça peut être aussi parfois la part d'inconscience qui nous fait mener un projet quand bien même on s'écroule. Ce qui sous-entend que finalement tous ces mots, audace, passion, bonheur, sont finalement assez proches aussi de notre notion, c'est l'optimisme. On ne peut rien faire sans optimisme. L'optimisme, on en fait des tonnes aujourd'hui, c'est juste une conséquence de la passion. Trouvez-moi un seul passionné qui soit pessimiste, ça n'existe pas. Oui, je me posais la question en même temps. Être passionné, prendre du plaisir, comme je définis le mot, hein, prendre un plaisir infini dans une tâche un peu audacieuse qui nous pousse au-delà de nos capacités, curiosité, soif, c'est forcément on est optimiste parce qu'on est capable d'inventer le meilleur scénario possible. C'est ça l'optimisme, c'est une capacité scénaristique. Ce n'est pas du tout un truc de… Encore une fois, tout mon combat vise à essayer de dépsychologiser l'être humain dans le sens des canevas psychologiques où tout dépendrait de la volonté et de l'auto-persuasion. L'être humain est politique jusque dans sa psychologie. Et c'est dans des connexions humaines qu'on peut retrouver de l'audace. Et l'optimisme, c'est aussi une question scénaristique. Qu'est-ce que je veux pour ma propre vie? Comment j'écris mon propre livre, le livre de ma vie? Et donc, c'est aussi des capacités artistiques. Alors, c'est l'artiste Ben qui a fait connaître cette phrase dont j'imagine qu'elle est bien antérieure, mais que tu soulignes, le bonheur, c'est maintenant. Mais ce qui m'intéresse dans cette phrase, c'est aussi le fait, quand tu le développes, de nous dire que le bonheur n'est pas une conséquence ni une quête, mais ce n'est pas une arrivée, c'est un départ. Et ça, je trouve ça très fort. C'est tout le travail que j'ai fait sur cette notion avant qu'on critique la dictature du bonheur. Voilà, en 2010, dans Magique étude du bonheur, je critique le bonheurisme, terme que j'invente pour critiquer cette injonction au bonheur totalitaire. Et le bonheurisme, ça consiste à voler le bonheur aux gens et à le revendre avec des bidules. Et toute la publicité fonctionne là-dessus et toute notre société fonctionne là-dessus. Tu n'es pas heureux, tu crois que tu es heureux mais tu ne l'es pas.
t'es nul, t'es un bon à rien, t'es en dessous de toi-même, et tu dois acheter, bidule, alors ça peut être du jus d'orange ou des formations, tu dois acheter quelque chose pour pouvoir être pleinement toi-même. Et le bonheur devient la carotte absolue, et nous sommes des petits lapins ou des ânes devant cette carotte que l'on porte soi-même. Et le bonheur, c'est le point de départ, il suffit de voir les enfants. Le bonheur, c'est une quantité d'énergie à notre disposition. La grande question du bonheur, c'est pas comment je deviens heureux, je le suis déjà. Je peux l'oublier, mais je le suis déjà. La grande question du bonheur, c'est j'en fais quoi de cette énergie? J'en fais quoi de mon bonheur? Je l'investis dans où? Et là, l'ambition est une réponse. Tu as la pêche, donc tu es heureux. Tu as la pêche, tu es heureux. Donc si tu as la pêche, t'en fais quoi de ta pêche? Dans quoi tu la mets? Et là, tu viens de détruire tous les discours publicitaires qui visent justement à nous vendre en général ce dont on pourrait se passer. Alors, un autre ouvrage, je ne vais évidemment pas les citer tous, parce qu'il y en a beaucoup, c'est Oser la jeunesse, beau titre, et où à chaque fois, c'est l'occasion de réfléchir sur une thématique, sur une idée, d'en trouver de nouvelles et de les transmettre. Je trouve qu'il y a une idée forte, c'est sur ce qui me semble assez contemporain, le refus de la jeunesse d'aujourd'hui de la manipulation. Alors peut-être, je ne sais pas pourquoi, des fake news, d'une autre façon d'envisager la transmission, l'enseignement, évidemment l'Internet qui a changé tout ça, mais je trouve très intéressant le fait que tu nous dises que la plus grande des peurs de cette jeunesse d'aujourd'hui, c'est la manipulation, quelle qu'elle soit. Oui, avec cet effet pervers, c'est que la jeunesse qui a une hantise de la manipulation se fait manipuler par ceux qui dénoncent les manipulations. C'est le complotisme et le conspirationnisme. Ah ouais. Mais c'est aussi, à une moindre échelle, tous ceux qui arrivent à être un peu dans une sorte de suspicion généralisée par rapport à la politique, par rapport à la démocratie. Celui qui dit on vous manipule peut être un manipulateur. C'est ça qu'il faut apprendre à la jeunesse, c'est qu'il ne suffit pas de dénoncer une manipulation pour dire je suis exempt moi-même de toute manipulation à ton endroit. Et donc voilà. Mais c'est vrai qu'il y a une sorte d'allergie et c'est intéressant. La jeunesse a compris qu'il y avait beaucoup de bêtises sur Internet, elle n'est pas dupe, et qu'il faut croiser les choses, prendre son temps pour réfléchir. Et donc il y a l'idée d'une méfiance, d'une défiance de tout ce qui vient comme information. Et d'où l'intérêt de choisir des sources qui sont un peu moins susceptibles d'être soupçonnées de tromper que d'autres. Et voilà, il faut pondérer un peu son adhésion, et c'est tout un apprentissage que la philosophie permet d'ailleurs. Alors, dans tes différentes approches de la philosophie, possiblement appliquées, ça c'est aussi ce que tu revendiques en créant une entreprise, en pensant qu'il n'y a pas de territoire unique pour la philosophie, que c'est partout, que c'est à l'école, que c'est ici, maintenant, dans le jardin, dans l'entreprise. Et tu crées donc Mattcaline avec Ha Jiang, j'imagine pour donner des conférences, organiser des think tanks, des workshops, travailler collectivement là où il y en a besoin, évidemment aussi. Oui, alors ce côté conférence, ça fait partie de mon métier à tous les niveaux. La philosophie a deux supports traditionnels, le langage oral, conférences, débats télé, aujourd'hui c'est ça, hein, c'est les débats, les conférences internet, et puis l'écrit. Mais si j'ai créé Mattcaline, c'est surtout parce que j'avais envie d'avoir un joujou pour essayer de philosopher autrement. Donc il fallait une structure pour ça. Et on essaye, on teste des choses. On fait des expériences de formation alternative, d'applications smartphone, de musique aussi, parce que je suis compositeur. Donc voilà, on peut déployer tout un univers transmédia à travers la philosophie. Et voilà, alors ça ne rapporte pas 1 euro, je finance ça avec des conférences bien payées ailleurs, mais moi ça me permet de faire joujou et j'ai trouvé dans Ha, mon amie vietnamienne, j'ai trouvé quelqu'un qui comprend ça et qui développe ça. Elle habite au Vietnam, on est quand même une aventure assez singulière, elle est vraiment à Hanoï, je suis en France et l'exemple vietnamien est intéressant parce que là il n'y a pas de cours de philosophie, il y a très peu de psychologie là-bas. Et donc, on essaie de voir dans des démocraties un peu compliquées comment la philosophie peut être opérante. Donc voilà, c'est des tests, ça fait partie de mes lives, ça fait partie de tout ça. Les lives, j'en ai fait depuis 2016. Je suis le premier à avoir fait des lives philosophiques. Je suis le premier à avoir fait des jeux de rôle philosophiques, Prima Joke en 2016, quand ce n'était pas du tout démocratisé, l'idée de vidéo live. Je suis très, très, très content de ça, très, très fier de ça. Très fier de pouvoir
me targuer d'avoir fait presque 500 lives philosophiques. J'en ai fait un hier avec Fatih Triki, philosophe tunisien. C'est de la haute volée, 1h30, où les internautes participent à la discussion. Ce n'est pas juste je me filme et je philosophe. C'est une co-construction avec des internautes qui écrivent quand je suis en vidéo. C'est totalement nouveau et c'est une expérimentation de l'intelligence connective. Et j'en ai tiré beaucoup de leçons de tout ça, de toutes ces expériences que j'ai faites et que je continue de faire avec Matt Kalin. Voilà, c'est essayer de trouver des voies alternatives pour amener le jugement critique de plein de façons différentes. Dans les lives, je m'adresse aussi aux enfants puisque je fais le Philo Kids, c'est une playlist sur ma chaîne YouTube. Et dans le Philo Kids, je parle à des enfants de 3 ans qui sont connectés. 3 ans. Où la maman, bien sûr, écrit le message de l'enfant. C'est extraordinaire, on trouve. Mais il n'y a que le jeu de rôle qui permet ça. Ah oui. Un enfant, c'est que la philosophie, c'est que le jeu de rôle. On invente une histoire et on réfléchit ensemble. Donc voilà, je veux essayer de trouver des voies avant-gardistes pour amener la philosophie dans des zones de résistance et notamment faire en sorte que le smartphone ou l'écran ne soient pas des freins à la pensée critique, mais au contraire des courroies de transmission.